Voilà, on enchaîne avec Anne Karajan, qui est la directrice du musée de Louvain-la-Neuve, et Eliane Claes, qui est la coordinatrice de la Biennale des Arts Contemporains de Louvain-la-Neuve, qui est co-organisée par le musée et le Centre culturel de Tigny-Louvain-la-Neuve. Alors, expliquez-moi rapidement, c'est quoi cette Biennale? Alors bon, on est à notre 8e édition, donc la Biennale va durer 2 mois. Elle a commencé le 17 septembre, se finira vers le 18 novembre. C'est une exposition universelle section documentaire, donc à la manière, si vous voulez, des expositions universelles du 19e siècle, mais version 21e siècle. Donc on ne va plus, si vous voulez, vanter les mérites de notre société et les nouveautés, mais plutôt dénoncer les dérives de notre société de consommation et notre société tout court. Donc c'est aussi la spécificité cette année-ci, c'est que nous avons un artiste de renommée internationale, Michel François, Guillaume Desanges, qui est critique d'art, donc il y a une très bonne, complicité entre les deux. C'est une biennale sans œuvre d'art. C'est un Belge et un Français. Un Belge et un Français. Donc Michel François, il est très connu en Belgique. Il a participé à la Biennale de Venise, à la Biennale de Sao Paulo. Il a exposé au SMAC. Guillaume Desanges est très connu aussi parce que bon, c'est lui qui a, par exemple, d'abord il est donc critique d'art à Paris. C'est lui qui a, par exemple, installé toute l'exposition à le nouveau musée Beaubourg, mais à Metz, vous voyez. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est très connu aussi dans son milieu de critique d'art. Alors la spécificité cette année-ci, comme je vous expliquais, c'est qu'il n'y a pas d'œuvres d'art, mais ce sont plutôt des pavillons avec des choses qui font art. Donc il y a une scénographie particulière. C'est très très beau, c'est dans les parkings -3 et je vous invite bien sûr à venir voir. Et donc il y a une part dans ce parking de Louvain-la-Neuve, et il y a une part dans votre musée. Voilà, exactement. Donc nous sommes coproducteurs avec le Centre culturel et nous abritons le pavillon des Vanités. Donc c'est un lieu qui permet en fait de recevoir des œuvres d'art, mais des œuvres d'art qui sont présentées sous forme de réserve. Donc on pourrait dire la face cachée du musée. Donc on est dans une atmosphère où on est à l'envers du décor, je dirais. Donc il y a eu un prélèvement de toute une série d'œuvres dans les réserves, dans les lieux de stockage, et une mise en exposition qui est très poétique. Donc il y a quelque chose d'assez étonnant qui se passe. Et alors nous avons également profité de l'occasion pour décliner cette thématique du pavillon des vanités avec une exposition didactique qui s'appelle Au-delà du visible et qui permet aux visiteurs d'aller voir au-delà de la couche picturale de certains tableaux. On peut donc être mis en situation, je dirais presque de détective. Donc on va aller jusqu'au dessin sous-jacent, on va pouvoir voir les couches picturales, les pigments, et voir également qu'il y a des moments comme ça dans une création où l'artiste en fait essaye quelque chose ou n'est pas sûr de son choix. Mais bien sûr, il n'a jamais imaginé qu'ici, au XXIe siècle, on allait débusquer tous ces hésitations, ces doutes. Et donc là, il y a aussi quelque chose d'intéressant et qui est aussi à replacer dans le contexte du pavillon des vanités, parce qu'on se rend compte qu'on a toujours envie de savoir, d'aller plus loin, d'aller au-delà de ce que l'on voit. Et finalement, l'œuvre d'art ne va jamais se révéler complètement parce qu'elle garde toujours son mystère. Donc on est aussi remis en situation d'émotion, en fait. Et c'est cela qu'on a voulu créer, et d'une approche très, très didactique. Donc c'est vraiment très agréable, très compréhensible, parce qu'on est nous-mêmes mis devant un tableau avec les UV, on peut voir ce qu'il y a derrière. Donc c'est très intéressant. Voilà. C'est une collaboration de longue durée ou c'est nouveau, cette collaboration? Alors cette collaboration, elle existe. Depuis des années déjà. Oui. Déjà pour les biennales précédentes, oui. Donc nous avons... Je reviens à ce que vous disiez. Oui. Vous parliez d'une exposition sans œuvre d'art. Vous pouvez Ou expliquer un peu? Ou presque. Ou presque. Donc on a quand même un Maton, donc c'est Maton qui a fait une série d'œuvres qui représentaient chaque fois un magnifique profil d'Africains. Donc on a peut-être une ou deux vidéos que Michel François a réalisées lui-même, par exemple une à Genève, donc ça c'est aussi une œuvre d'art. Donc c'est vraiment la spécificité cette année-ci, effectivement, c'est qu'il y a une vingtaine de pavillons avec chaque fois une thématique très forte.
Par exemple, pour vous dire, on a aussi le film d'Herzog, Lesson of the Darkness, qui est un film qui est terrifiant, mais en même temps qui est très esthétique. Quand on voit que l'Irak attaque le Koweït et incendie tous ces puits de pétrole. Donc quand on arrive dans cette biennale, on voit déjà ce film. Il y a une beauté, il y a une esthétique, c'est en même temps très terrifiant. Voilà, ça c'est l'entrée de la biennale. Ensuite, vous avez le pavillon de l'alcool. Je ne vais pas vous dire tous les pavillons, vous les nommez tous, mais on a par exemple le pavillon des sciences naturelles. Donc on a fait appel au musée de Tervuren. Donc nos partenaires, en fait, c'est aussi le musée de Tervuren Sciences naturelles. Qui est fermé. Donc, qui est fermé maintenant. Donc on a quand même réussi à avoir un trophée de rhinocéros parce que, vous devez savoir qu'il y a un commerce terrible avec la corne de rhinocéros. Donc on a un rhinocéros, mais uniquement sa tête, avec la corne coupée, parce que vous devez savoir que dans les musées, on coupe systématiquement les cornes pour ne pas que les gens s'en emparent et fassent un trafic. Parce que le marché de la corne de rhinocéros est un marché très juteux. Parler du musée Hergé, là, c'est plutôt Spirou. Alors, donc, on a d'autres pavillons. Donc, on a le pavillon de l'être et du paraître, le pavillon des virus, le pavillon du commerce, le pavillon de l'exclusion, parce que vous devez savoir que dans nos villes, en tout cas Bruxelles, Paris, Marseille, il y a de moins en moins de politiques d'accueil pour les gens. Donc, on ne peut plus se coucher sur un banc. Maintenant, les bancs sont scindés en 2 ou en 3. Donc, ce sont des bancs anti-SDF. Il y a des aménagements dans les espaces publics où on ne peut plus s'asseoir comme avant. Donc, il y a chaque fois comme ça des pavillons. Il y a le pavillon des nouvelles langues, le langage des chaussetteuses. Donc, par exemple, ces femmes qui communiquent avec leurs hommes par un langage de chaussettes. Donc, elles mettent des chaussettes dans leurs mains. Et on voit cette vidéo très émouvante d'une femme qui communique avec son homme derrière les barreaux de prison. Et ça se passe encore actuellement à la prison de Lantin. Donc, c'est vraiment très, très fort. Il y a le pavillon du savoir obsolète. Donc là, on voit des rangées des centaines et des centaines de livres, des centaines de cassettes VHS qui ne servent plus à rien, des animaux empaillés, parce que, pour la science, il fallait bien sûr étudier ces animaux. On les tuait, on les empaillait. Mais en fait, ils sont morts 2 fois. Ils sont morts une fois pour la science et une deuxième fois parce qu'ils sont relégués actuellement dans des réserves. Parce qu'actuellement, maintenant, je pense qu'un simple ADN d'un animal nous révèle bien plus que la bête en elle-même. Donc, tout ce savoir obsolète, voilà, qu'est-ce qu'on en fait actuellement. Donc, ça pose énormément de questions par rapport à notre mode de consommation aussi. Le pavillon des masses, donc on a 5 tonnes de câbles, on a des pneus aussi. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que devant chaque œuvre, il y a toute cette recherche documentaire que les commissaires ont faite avec des stagiaires et avec des gens qui les ont aidés. Donc, vous avez chaque fois l'œuvre d'art en elle-même, donc cette masse d'objets, et puis vous avez cette recherche documentaire qui est au mur et qui vous donne un peu plus de renseignements sur l'expo. On a le pavillon de l'art, et puis après je m'arrête. Là, on a commandé, par exemple, des tableaux. On a envoyé un fichier informatique à Daphne. Donc, Daphne, c'est un village en Chine. Et ils vous font un Klein, un Warhol. Donc, on a une série comme ça de tableaux. C'est les rois de la copie. Voilà, exactement. Et donc, tout ça pour $3 000. Donc, c'est rien du tout. On a un Jackson Pollock. Enfin, on a quelques beaux tableaux. Donc, c'est le pavillon du faux. C'est le pavillon de l'art. Et alors, c'est la première fois que la biennale est gratuite, le premier dimanche du mois? Non, déjà les biennales précédentes. Donc nous, on travaille en partenariat avec le musée. Donc le 6 octobre et le 3 novembre, c'est gratuit pour tout le monde avec un guide francophone et néerlandophone. C'est super. Alors j'ai oublié de vous dire qu'on travaille aussi avec le CCBW et le pavillon de la mobilité. Donc c'est un pavillon qui sillonne tout le Brabant wallon. Le CCBW, c'est le Centre culturel du Brabant wallon, et sillonne, en fait, si vous voulez, toutes les villes du Brabant wallon pour être l'ambassadeur de la biennale. De même que l'UCL Culture est partenaire avec nous aussi. Voilà, je m'arrête. Alors, pour le musée du dialogue, on est en plein dialogue d'ailleurs, de Louvain-la-Neuve, en dehors, c'est le moment où vous faites essentiellement de l'art contemporain, vous en faites autrement, à d'autres moments dans votre politique? Alors, c'est certainement un moment fort, certainement. Donc vraiment, cette biennale a quelque chose de très, très fort, une très grande densité. Mais ce n'est pas les seuls moments, non. Donc ici, j'ai apporté notre dépliant de visite, de
programmation d'expo. Et donc, vous voyez que ici, pour terminer l'année, en fait, on va avoir une exposition qui va clôturer l'année Beauchot. Et nous avons donc Henri Beauchot, qui est le grand écrivain belge, dont on a en fait toutes les archives au sein de l'UCL. Et donc, pour clôturer cette année, on a invité 2 artistes contemporains qui se sont directement inspirés, mais vraiment nourris en fait de la poésie et du travail de Beauchot. Et donc ils vont exposer, ils sont très très différents, très contrastés. Donc on a Albert Palma qui est un artiste calligraphe français, donc il travaille, c'est du noir et blanc, qui travaille à la plume, à l'encre, et qui est d'abord parti de textes de Beauchot, et maintenant c'est devenu vraiment une abstraction très très impressionnante, très forte. Et puis on a Anne de Gève qui, elle, part de poésie, de titres, même de passages dans la littérature de Beauchot, et qui travaille sur le concept de la généalogie, du lien, de qu'est-ce qu'on fait passer de génération en génération. Et elle travaille en couleur, et elle travaille avec aussi des installations en rapport avec son art. Ça se passe quand? Alors, ça va se passer fin de l'année et ça va déborder jusqu'en 2014. Donc, mars 2014. Voilà, je ne sais pas les dates ici, oui, voilà. Jusqu'au 9 mars 2014. Alors, votre musée va être à un moment important de son histoire, puisque un déménagement est occupé à ce... Oui, profil. 2014, on n'y sera pas encore. Bon, laissez-nous un peu de temps. Vous voulez parler un petit peu oui, de ce nouveau projet? donc l'année 2015, là, vraiment, on sera dans les caisses, comme on dit, puisque nous allons vers un nouveau musée qui va se situer à la place des Sciences, dans le haut de la ville de Louvain-la-Neuve, et qui va nous permettre d'occuper un bâtiment magnifique d'André Jacquemin, qui fait déjà partie du patrimoine architectural moderne. Et ce bâtiment va être rénové, transformé, et nous recevrions les clés de ce bâtiment la fin de l'année 2015 pour avoir une ouverture dans l'année 2016. Alors on va vraiment vers un plus grand musée, puisque nous allons avoir 5 fois plus d'espace d'exposition. Et ça va nous permettre en fait de déployer nos collections, parce que pour le moment nous sommes à l'étroit. Et nous allons y joindre également un patrimoine scientifique, qui est le patrimoine de l'université, dans un dialogue avec l'art. Donc on peut vraiment dire qu'on va vers un musée art, sciences et civilisation, avec cette transversalité entre les collections. Notre association s'appelle Art et Public. Avoir un musée dans une ville universitaire comme Louvain-la-Neuve, ça crée un rapport différent avec le public que dans une autre institution, dans une grande ville par exemple? Vous voulez comparer la ville ou bien les publics? Les publics plutôt. Oui. Alors, je dirais que les publics, nos publics spontanés, ce sont les étudiants, ce sont les professeurs. Mais en fait, sinon, je dirais qu'on est tout à fait concerné par l'ensemble des publics de n'importe quelle ville. Donc nous avons beaucoup d'écoles, on reçoit les petits à partir de la maternelle. Nous avons une association d'amis extrêmement dynamique. Nous avons des programmes qui sont destinés aux déficients visuels. Nous avons des liens et des partenariats avec la cellule de développement communautaire qui touche plutôt des publics en précarité, des publics d'origine étrangère. Donc là, nous adaptons notre accueil. Donc je dirais que voilà, on a vraiment un panel de l'ensemble des publics que l'on trouve dans n'importe quel musée de ville. Et alors, les publics jeunes, eh bien, ils viennent nous chercher de manière différente parce qu'ils ont d'autres besoins. Les choses s'accélèrent de plus en plus, notamment avec l'introduction des multimédias. Donc, il y a des attentes, en effet, qui se formulent autrement au niveau de la pédagogie qu'on doit développer par rapport à nos collections. Oui. Un musée, un centre culturel, c'est des opérateurs relativement différents. Ça fonctionne facilement au niveau de la culture d'entreprise? Enfin, pour ma part, oui, tout à fait. Donc, c'est vraiment une très très belle collaboration qu'on a avec le musée. Et je remercie Anne Keringean pour son ouverture, pour son aide aussi précieuse, parce que sans les partenaires, c'est pas possible de faire une biennale tout seul, quoi. On a besoin de nos partenaires, et je pense que ça fonctionne très très bien. Je ne sais pas ce qu'en pense. Le même petit exercice.
que tout à l'heure. Le dernier musée que vous avez visité? Moi, personnellement, je le disais à Anne dans la voiture, c'était le musée de Luxembourg à Paris où j'étais voir Chagall. Je suis fan de Chagall. Et vous? Alors moi, j'ai emmené toute mon équipe à Louvre-Lens. Parce qu'évidemment, c'était très intéressant de voir comment ils avaient conçu leur muséographie. Donc, on a été là avec un œil averti, un œil critique, un œil questionnant, ébloui par certaines choses. Évidemment, nous sommes dans un travail de montage d'un discours muséal, d'un accrochage et d'une scénarisation. Donc, voilà, tout ça est très, très porteur. Moi, je voulais vous dire aussi que la gratuité, en fait, du musée, pour moi, c'est une chose certainement importante qui permet de lever une barrière économique. Mais je pense que si on veut vraiment être une maison d'hôtes et une maison grande ouverte, différente, bien sûr, on a un rôle différent dans la cité. Un musée n'est pas un grand magasin, n'est pas une gare. Je pense que ça va bien au-delà de la gratuité. Elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Ce qu'il faut, c'est tout un travail en amont des visites. C'est un travail à l'extérieur du musée. C'est aller voir les gens là où ils sont, c'est les rencontrer, c'est discuter. C'est d'abord être dans la rencontre pour faire tomber en fait les barrières qui sont d'abord sociales et culturelles. Bien souvent, les personnes, même si elles ont la gratuité, elles vont dire mais c'est pas pour moi ce lieu. C'est pas fait pour moi, je sais pas assez de choses, ou je suis pas bien habillée, enfin des tas de choses comme cela. Et donc sortir du musée, c'est aussi notre rôle, c'est d'aller vers ces personnes, c'est d'ouvrir un débat d'accès à la culture. Et puis après, on peut venir au musée, mais on peut y venir aussi que si on se sent accueilli et accompagné. Donc souvent, moi, je remarque qu'on peut avoir la gratuité. Nos premiers dimanches, ils fonctionnent très très bien, mais je ne pense pas que c'est ces personnes-là qui, comment dirais-je, il y a des personnes qui, même si elles pouvaient avoir cela et même avaient connaissance de l'information, mais elles n'oseraient même pas venir à ces premiers dimanches. Parce qu'elles ont besoin d'être accompagnées. Et donc nous faisons ce travail-là aussi. Ce qui se passe dans un groupe est très intéressant. Le dialogue qui peut être suscité quand on regarde ensemble une œuvre. Ça, c'est vraiment très porteur. Et ne pas se sentir seul devant l'œuvre. Alors, il y a la dernière chose que j'avais aussi envie de vous dire. Donc, nos premiers dimanches du mois fonctionnent vraiment bien. Nous avons aussi eu des personnes qui sont venues pour la première fois, et puis qui ont découvert qu'elles pouvaient inscrire leurs enfants dans nos ateliers créatifs. Et pour nous, ça c'est une réussite, parce que c'est des personnes qui ignoraient un musée, à quoi ça sert, comment on y vient. Et puis il y a eu une telle émotion, il y a eu quelque chose de tellement fort qu'elles se sont dit, ah mais alors il faut que mes enfants y viennent aussi. Et donc elles sont inscrites, les enfants sont inscrits dans nos ateliers, donc chaque mercredi et chaque vendredi. Et pour nous, ça c'est une victoire, évidemment. Parce que ça veut dire qu'il y a une habitude qui se prend, et un musée, eh bien, il faut le fréquenter. Que la visite du premier dimanche a permis de faire de un nouveaux petit pas de publics plus. autrement. Un petit pas de plus, oui, C'est tout ce qu'on cherche. Oui, tout à fait. Voilà. Okay. Mais le chemin est grand ouvert, et ça demande de l'investissement dans l'accompagnement, vraiment. Mais c'est notre rôle. Voilà, comme musée dans la cité. Ok, merci beaucoup. Je vous peux offre. rajouter peut-être. Pardon. Une petite chose, c'est que nous aussi, on a une mission, je veux dire, on a aussi un rôle d'éducation chez nous aussi, parce qu'on a par exemple du scolaire qui vient chez nous, on a un théâtre où on a une programmation pour les enfants, donc le théâtre junior. Grâce à la Biennale, on a des visites guidées, des guides sont formés par le musée, donc on a énormément de scolaires qui vont venir durant cette Biennale. On a tout public qui vient également à cette Biennale avec chaque fois des guides professionnels, donc on a aussi la même mission, on a l'article 27 aussi, donc on a des entrées à 1,25 €. Donc voilà, on espère en tout cas, on fait tout un travail d'éducation permanente également, avec un animateur qui ne fait que ça chez nous au centre culturel. Donc quelque part, le musée et le centre culturel se rejoignent très fort. Ok, voilà, ça va. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà, avec notre petit badge en souvenir de l'émission. Merci, c'est bien aimable.